Bonjour, merci d'être là pour ce panel dédié aux priorités de la présidence française. C'est pour moi un grand plaisir d'animer cette session pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on travaille à cette thématique depuis maintenant un an et on a positionné Paris Cyber Week cette année comme teasing de cette présidence, puisqu'on a cette joie et cette chance de recevoir des délégations nationales des États membres. On trouvait que c'était une bonne occasion de pouvoir aussi partager dans un esprit de coopération nos priorités. Et bien sûr, quand il s'agit de partager ces priorités, on a absolument besoin de l'État. Et c'est tout l'objet de ce panel qui est diffusé sur YouTube. Donc je salue également ceux qui nous regardent. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. On est ensemble pour environ 80 minutes. On va partir d'interventions linéaires qui va vous permettre d'avoir un cadre général, des éléments sur la méthode, des éléments d'agenda aussi. Et puis ensuite, on animera des questions entre nous et avec vous pour doucement atterrir sur un horaire aux alentours de 17h50. Il fera beau et il fera chaud à l'arrivée. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Romain Rideau, vous êtes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et notamment en charge des sujets PFUE. Mon général, Éric Fraissinet, vous êtes chef de la gendarmerie, enfin, pardon, chef de la force cyber de la gendarmerie, et vous nous présenterez les priorités de votre point de vue pour cette présidence. Et enfin, mon général Roux, vous évoquerez, vous nous donnerez un aperçu du point de vue du ComCyber, de quels seront les grands axes d'action, notamment aux armées, mais sur le volet cyberespace. Sans attendre, je vais céder la parole à Romain Rideau pour avoir un premier aperçu de tout ce qui va être présenté dans 6 mois. Et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail avec les autres intervenants. Romain, je vous en prie. Merci beaucoup Sébastien. Je vais enlever le masque, vous me pardonnerez, mais ce sera plus simple, je pense, pour m'entendre. Écoutez, déjà, merci à Sébastien Garneau et à la Paris Cyber Week pour nous accueillir, pour parler cyber et pour parler cyber et PFUE. C'est un sujet, ça vous aura peut-être pas échappé, qui suscite beaucoup d'attention aujourd'hui de la part de nos plus hautes autorités politiques. Et j'en veux pour preuve hier les deux interventions de Jean-Yves Le Drian et de Madame Florence Parly, qui ont tous les deux souligné à quel point les enjeux numériques et plus précisément cyber étaient des enjeux fondamentaux pour la France, que ce soit du point de vue économique, mais aussi, et je dirais surtout, s'agissant des cyber, pour notre sécurité nationale, et à quel point nous avions de grandes ambitions pour la présidence française de l'Union. Alors, cette grande ambition, elle trouve sa source dans et pardonnez-moi pour la banalité, mais dans un contexte cyber qui est, somme toute, assez difficile, qui est marqué par des tensions importantes dans le cyberespace. Je crois que Jean-Yves Le Drian a parlé hier de brutalisation numérique, du fait notamment de l'action d'acteurs étatiques, et donc ça je n'y reviens pas, mais aussi, et j'allais dire c'est peut-être presque plus inquiétant tellement ça se développe rapidement, de l'action d'acteurs non étatiques. Et j'en veux pour preuve ces derniers jours, ces dernières semaines, et même ces derniers mois, l'augmentation exponentielle du nombre d'attaques par rançongiciel. Vous avez peut-être probablement entendu parler des attaques sur Colonial Pipeline, notamment aux États-Unis. Et ce contexte-là nous incite à agir, car ces attaques, ces tensions mettent en péril non seulement nos intérêts, mais aussi, je dirais, mais c'est presque plus fondamental, nos valeurs. Alors que la France cherche depuis des années à défendre un cyberespace qui soit, donc là je cite, mais vraiment les éléments de langage de la diplomatie française, qui soit libre, sûr, ouvert et non fragmenté. Et j'insiste sur chacun de ces objectifs parce qu'ils ont chacun une signification importante, et on pourra y revenir si vous le souhaitez au moment des discussions. Nécessaire d'agir également, et c'est un autre point fondamental, car il faut, à travers ces sujets cyber et numériques, promouvoir une souveraineté européenne dans ce domaine. Et
la défense d'un cyberespace qui soit à la fois ouvert et libre et sûr, et l'affirmation d'une souveraineté européenne, ce ne sont pas des choses qui sont incompatibles. C'est un point sur lequel je voudrais appuyer, parce que la souveraineté européenne telle qu'on la conçoit, ou telle que la France la conçoit et la promeut, et contrairement à certains procès qu'on peut parfois nous faire, ça fait toujours peur quand la France parle de souveraineté pour certains partenaires, mais ce n'est pas une souveraineté qui signifie une volonté de domination, une volonté d'hégémonie. Ce n'est pas non plus une souveraineté qui signifie un repli sur soi et le retour d'une forme de protectionnisme, voire de souverainisme. Cette souveraineté, telle qu'on la défend et qu'on l'affirme pour l'Europe, c'est la volonté que l'Union puisse avoir les moyens de décider par elle-même et pour elle-même de quels sont ses intérêts dans le cyberespace et dans l'espace numérique, et qu'elle puisse être en capacité d'agir conformément à ses intérêts, donc sans être en situation de dépendance vis-à-vis d'autres puissances, que ce soit du point de vue politique ou d'ailleurs du point de vue technologique. Alors cette souveraineté, on la conçoit elle repose pour nous sur quatre piliers. Donc le premier, c'est celui de la cybersécurité. Je vais y revenir dans un instant, ce sera bien sûr le cœur du sujet du jour. Mais je voudrais aussi mentionner les trois autres piliers qui sont d'égale importance. Le second, c'est celui de l'innovation. Il est important que l'Union européenne soit en capacité de maîtriser un certain nombre de technologies numériques critiques. Je pense par exemple aux biotechnologies, je pense aux semi-conducteurs, à la 5G, la 6G, à l'informatique et aux communications quantiques également. Donc l'innovation est un pilier fondamental. Le troisième pilier, c'est celui de la puissance normative. L'Union européenne a une grande force, c'est qu'elle est capable de produire du droit, et elle est capable d'influencer la production de droits et de standards internationaux. Et ce n'est pas seulement une question d'influence, c'est aussi une question d'affirmation des valeurs à travers du droit. Et si nous sommes capables aujourd'hui de produire des règles, comme on l'a fait d'ailleurs avec le RGPD, qui sont capables d'être conformes à nos valeurs et qui nous permettent de promouvoir nos intérêts face à ceux d'autres grandes puissances qui n'ont pas les mêmes conceptions que nous, alors ça nous permettra d'être plus souverains. Et le quatrième pilier, c'est un pilier qui est peut-être plus original, mais qui est intéressant parce que ça montre que la souveraineté telle qu'on la conçoit, ce n'est pas une souveraineté fermée, c'est la défense de ce qu'on appelle les communs numériques, c'est-à-dire des biens qui sont non exclusifs et non rivaux, et qui renvoient à un certain nombre de ressources ou d'infrastructures qui ne sont pas détenues par une entreprise privée ou par un État en particulier. Je pense à des applications telles que OpenStreetMap ou alors à des ressources telles que Wikipédia. Ce sont des choses aujourd'hui qu'il nous faut défendre, car rendre ces ressources accessibles à tous, c'est aussi faire en sorte que personne ne puisse les capter à son profit. Et c'est donc aussi quelque part affirmer une forme de souveraineté. Alors je voudrais revenir plus dans le détail et sans être trop long sur ce pilier cyber qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian en a mentionné un mot hier, donc je vais revenir dessus et rentrer peut-être tout petit peu plus dans le détail. On entend incarner cette souveraineté numérique sur le plan cyber autour de trois maîtres mots. Le premier, c'est la solidarité. On constate aujourd'hui que l'Union européenne et les États membres, comme les institutions d'ailleurs, font l'objet de plus en plus d'attaques contre nos réseaux. Et il est important que l'Union européenne soit en capacité, c'est-à-dire qu'elle ait les outils et la volonté de pouvoir faire face de façon solidaire en cas d'incident qui affecte un ou plusieurs États membres ou des institutions européennes. Donc pour cela, on va avoir à cœur, pendant la présidence de l'Union européenne, de tester ces mécanismes, d'identifier les trous dans la raquette et de voir comment est-ce que nous pourrions mieux articuler tous les niveaux de décision qui entrent en jeu en cas d'incident cyber. Et là, je pense au niveau opérationnel, au niveau stratégique et au niveau politique. Et on essaiera notamment d'organiser un exercice sous présidence française qui implique une participation de haut niveau au niveau politique. Deuxième maître mot, c'est la résilience. Il est important, et là encore c'est une banalité, que chaque État membre puisse protéger davantage ses réseaux pour que le niveau collectif de cybersécurité augmente. C'est important parce que dans un État aussi interconnecté que l'Union européenne, finalement la sécurité de l'ensemble est assurée par la sécurité de chacun individuellement. Et donc pour augmenter ce niveau de résilience, la France va pousser fort pour arriver notamment à une révision ambitieuse de la directive NIS, sous sa présidence,
qui puisse aboutir notamment au niveau des trilogues sous présidence française, et ceci en lien avec les présidences actuelles, la présidence slovène et la présidence tchèque après nous, qui pourront peut-être conclure. C'est important que les États membres fassent leurs devoirs, mais c'est aussi important que les institutions européennes fassent les leurs. J'ai mentionné tout à l'heure les incidents qui affectent les réseaux de l'Union. Ça vaut aussi pour les institutions, donc les agences, la Commission, le Parlement européen. Toutes ces institutions ne rentrent pas dans le champ de la directive Nice. Donc il est important, et la présidence française poussera dans ce sens, qu'en miroir des efforts qui sont demandés légitimement aux États, les institutions fassent également les efforts nécessaires pour renforcer la protection de leur réseau et pour être transparents aussi vis-à-vis des États s'agissant des incidents qui les affectent. Car ça peut aussi, on parlait de solidarité tout à l'heure, si on veut pouvoir répondre efficacement, il faut aussi qu'on soit au courant de ce qui se passe. Dernier point concernant ou dernier maître mot plutôt, c'est l'action extérieure. Il va être important pour nous de promouvoir une action extérieure de l'Union européenne qui lui permette de s'affirmer comme une véritable puissance cyber et surtout une puissance crédible, tant vis-à-vis de ses partenaires que de ses rivaux. Vis-à-vis de ses rivaux pour les décourager de nous attaquer, vis-à-vis de ses partenaires pour entamer des coopérations qui soient intéressantes, que ce soit par exemple pour faire du renforcement capacitaire cyber dans les pays tiers, ou par exemple pour nouer des dialogues stratégiques avec des partenaires d'envergure ou des partenaires nouveaux d'ailleurs dans le domaine cyber. Et à ce titre, la France a une grande ambition de lancer un dialogue stratégique cyber entre l'Union européenne et l'Union africaine. L'Afrique étant un continent émergent sur le plan du numérique qu'il nous faut aussi prendre en compte et intégrer dans nos analyses géopolitiques. Je finis peut-être par un petit point de méthode, pour ne pas être trop long. Il est évident que, vu l'ampleur de la tâche, la France ne va pas tout régler en 6 mois. Donc on arrive aussi avec beaucoup d'humilité devant l'ampleur de la tâche et avec la volonté de s'appuyer sur l'existant, car beaucoup a déjà été fait. Et je vous signale notamment la stratégie cyber qui a été publiée en décembre dernier par le SEE et la Commission, qui pose un niveau d'ambition qui est intéressant et qui constituera vraiment une bonne base sur laquelle bâtir. Je mentionnais tout à l'heure les présidences également qui nous précèdent et tout le trio précédent, amorcé notamment par l'Allemagne, poursuivi par le Portugal et maintenant la Slovénie, ainsi que notre trio à nous, donc France, République tchèque, Suède. Nous allons beaucoup travailler avec eux pour qu'il y ait une continuité aussi dans l'action de l'Union européenne. L'idée n'est pas de tout renverser, car il y a beaucoup de bonnes choses déjà qu'il s'agit de renforcer. Dernier point peut-être sur aussi cet aspect de concertation qui est important. Une présidence, ce n'est pas un programme qu'on impose aux 26 autres États membres, c'est aussi un programme qu'on construit en coopération avec eux. Et donc, ça fait déjà depuis plusieurs mois qu'on consulte très régulièrement en bilatéral, en trio ou dans d'autres groupes ad hoc, tous nos partenaires pour identifier aussi les priorités. Ces priorités que je vous ai citées, on ne les a pas sorties de notre chapeau, c'est aussi un constat collectif. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de donner toutes les chances à la présidence française d'être productive et constructive. Voilà, je m'arrête là. Merci Romain. Je retiens notamment cet axe de coopération avec nos partenaires. Vous parliez de Nice 2, et là j'aimerais peut-être me tourner vers le général Fraissinet. Romain Rideau nous disait il ne s'agit pas d'avoir de nouveaux textes. Alors peut-être qu'on a un certain nombre de textes qui vous intéressent, qui nous intéressent plus particulièrement et sur lesquels on souhaiterait avancer. Premier élément de ma question. Le deuxième, c'est que sur ces textes, quelle est notre approche de nos discussions avec nos partenaires? Merci Sébastien, et merci encore pour l'organisation de cette table ronde qui nous permet d'échanger sur un sujet qui est très important pour nous. Avant de répondre à ta question, juste 2 mots pour souligner à quel point ou pourquoi cette présidence pour nous elle est importante. C'est qu'elle permet de concrétiser ce qu'on vit au sein de l'Union européenne. Ce sont avant tout des pays, des partenaires avec qui on travaille sur ces projets que vient d'expliciter Romain. Sont aussi donc des forces de sécurité pour nous avec qui on travaille, des écosystèmes. Et d'ailleurs, tu citais la directive Nice 2. Petit à petit, on évolue
d'un monde plutôt cloisonné, avec chaque acteur dans sa ligne d'eau, avec de plus en plus de passerelles qui sont créées entre les différents types de partenaires et les différents acteurs. Et c'est un des éléments de Nice 2, c'est une meilleure coordination opérationnelle de tous les acteurs de la cybersécurité entre les États, avec la constitution d'un réseau. Donc on va plus loin que l'agence ENISA. Il y a un développement de ces partenariats entre les agences encore plus fort, donc une intégration que nous on a vécue au travers d'Europol et des travaux qu'on mène depuis de nombreux pays dans le champ judiciaire et policier. Et donc on ne peut que saluer cette évolution. Et nous on espère que c'est la voie vers, et il y a quelques indices dans le projet de révision de cette directive, une plus grande coopération entre le monde judiciaire et policier et le monde de la cybersécurité. Et puis au-delà, alors peut-être pas dans la directive elle-même, mais au-delà avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, c'est ce qu'on essaye de faire vivre depuis pas mal d'années. Il y a d'autres textes en cours de discussion qui me semblent importants à souligner. Certains vont aboutir pendant la présidence, d'autres vont aboutir d'ici la fin de l'année pendant la présidence slovène. Et il nous reviendra de s'assurer que soit ils sont bien implémentés, soit qu'on continue de discuter sur la façon dont ils doivent être implémentés. Donc je pense au règlement e-évidence dont on peut penser qu'il sera finalisé d'ici la fin de l'année. C'est un texte qui est très important. Il vient harmoniser la façon dont on accède de façon directe, lors d'une enquête judiciaire, aux preuves numériques qui se trouvent chez un prestataire qui se trouve à l'étranger, donc au sein de l'Union européenne, et puis avec nos partenaires à l'extérieur de l'Union européenne. En effet, on est dans une situation un peu paradoxale où les enquêteurs européens, chacun dans leur pays, peuvent requérir des opérateurs. Ils peuvent requérir aussi des données d'opérateurs américains, parce qu'il y a une législation américaine qui le permet. Et au sein de l'Europe, il n'y a pas de cadre qui l'autorise jusqu'à présent. Donc ça va permettre de beaucoup avancer avec des précisions importantes en termes de délai de réponse, avec des garanties en matière de protection des données personnelles. Il y a tout un débat autour de la notification des personnes concernées, des pays desquels on demande des informations. Ce texte-là, il est essentiel pour aller plus vite dans les enquêtes judiciaires. Et s'il est effectivement voté d'ici la fin de l'année, on aura à cœur, au cours de la présidence française, de s'assurer de le concrétiser. C'est-à-dire que les outils se mettent en place pour permettre ces demandes d'un pays à l'autre, par exemple par des interconnexions de systèmes entre les différents pays. Deuxième sujet que je peux évoquer, c'est tout ce qui a trait aux contenus illégaux sur Internet. Donc il y a eu un progrès important avec le règlement sur les contenus terroristes en ligne, avec des délais qui sont imposés d'1 heure pour le retrait de ce type de contenu. Et il y a des discussions en cours dans le cadre du Digital Service Act sur le cadre plus large de la maîtrise des contenus illégaux. Et il y a des évolutions intéressantes dans ce texte qui pourraient aboutir pendant la présidence, je crois, française, et qui non seulement s'intéresse aux hébergeurs, comme nous le voyons, ou aux fournisseurs d'accès, comme nous le voyons dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique en France, mais en fait à l'ensemble des services intermédiaires, les plateformes, etc. Donc de façon plus claire, l'ensemble des acteurs sont concernés par ces obligations. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir un tel texte ? C'est important d'harmoniser les dispositions qui existent entre les différents pays en matière de contraintes qu'on impose aux acteurs, parce qu'ils doivent pouvoir agir dans un contexte, un univers économique aussi harmonieux que possible d'un pays à un autre, pour ne pas avoir à créer un service juridique par pays, mais avoir une certaine cohérence dans la démarche de réponse aux besoins des autorités, des juridictions dans les différents pays. Il harmonise la façon dont on voit
les délais qui sont nécessaires pour répondre aux demandes des autorités ou pour supprimer des contenus. On pourrait aller vers des retraits en moins de 24 heures, par exemple, dans le cadre du DSA. C'est ce que j'allais vous demander sur les délais. Aujourd'hui, on est où à peu près? C'est des délais prompts qui sont évoqués dans le cadre de la directive et du texte, du projet de texte. Et on espère voir un peu clarifier ce que veut dire ce délai prompt. Et puis, au-delà de ça, ça redonne, ça permettra de concrétiser, excusez-moi, la notion de notification par les plateformes vers les autorités. Dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique, donc qui a une quinzaine d'années maintenant, il y a un dispositif qui prévoit ces notifications. Et logiquement, quand Twitter ou Facebook reçoivent des signalements de contenus illégaux, ils devraient les notifier aux autorités françaises ou aux autorités allemandes, etc. Ils ne le font pas aujourd'hui, ou très rarement. On a des discussions directes avec eux sur ce sujet-là. Alors, ça pose une certaine complexité face au volume de signalements, etc. Aujourd'hui, en 2021, avec les outils de traitement de données en masse qui sont disponibles, c'est quand même beaucoup plus facile pour nous d'envisager de recevoir ce type de volumétrie de signalement, ou en tout cas d'avoir des échanges plus nourris avec les plateformes. Donc on souhaite progresser là-dessus. Et ce texte va donner un cadre en fait plus clair et harmonieux au niveau européen, ce qui permettra aux acteurs, aux grands acteurs européens et aux acteurs des autres régions du monde d'avoir un cadre clair pour cette coopération avec les autorités dans la lutte contre les contenus illégaux. Je vais juste ouvrir une autre porte et puis conclure sur la coopération. L'autre porte, c'est dans le domaine de la protection des mineurs sur Internet. Donc ça, c'est plus un petit peu plus prospectif, puisque il y a une stratégie de la Commission qui a été présentée sur ces sujets-là. C'est un domaine qui est déjà bien bordé au niveau européen. Toutefois, la Commission envisage de proposer, le cas échéant, une nouvelle législation s'il y a des manques dans les textes entre les différents pays pour harmoniser ces législations. Et nous, on pense par exemple à un sujet qui est bien connu en France, qui est la notion d'enquête sous pseudonyme, qui est un outil important dans la lutte contre la criminalité sur Internet, pour lequel nous, on l'a engagé notamment en matière d'atteinte aux mineurs sur Internet. Beaucoup de pays européens n'ont pas encore de cadre juridique très clair pour permettre ce type d'enquête, et donc on souhaite avancer là-dessus et reproposer à nouveau ce sujet de l'enquête sous pseudonyme. Enfin, en préambule, je disais que l'Union européenne sont des pays, sont des partenaires avec lesquels on coopère concrètement sur la lutte contre la criminalité organisée. Je pourrais peut-être développer et donner quelques exemples des outils juridiques qui nous le permettent et puis des réalisations que ça permet. Et puis c'est aussi, pour rebondir sur ce que disait Romain, une voie commune dans les négociations internationales avec les grands partenaires, dans le cadre du protocole additionnel qu'on est en train de finaliser au niveau du Conseil de l'Europe, qui va donner des nouveaux outils au niveau mondial pour mieux enquêter en matière de cybercriminalité. C'est la Commission européenne qui portait la voix de tous les pays et qui nous a permis de bien avancer sur ce texte avec toutes les garanties qui nous semblaient utiles de défendre par rapport aux droits fondamentaux vis-à-vis des autres partenaires qui étaient parfois plus offensifs sur certains sujets. Aux Nations Unies, actuellement, on commence des discussions. Là, pareil, l'Union européenne facilite une voie commune sur ces sujets-là. Et puis dans les discussions avec les États-Unis, c'est important d'avoir aussi cette voie commune pour l'accès aux preuves dans le pays notamment, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où c'est la législation américaine qui guiderait, qui encadrerait la façon dont unilatéralement on peut enquêter en Europe sur des services qui sont rendus en Europe à des Européens. Voilà.
Merci. Effectivement, en plus, le président Biden, je crois, commence une tournée en Europe, donc j'imagine que ce sera à l'ordre du jour de plusieurs de ces rendez-vous et à la fin sur le rendez-vous UE-USA. On parle donc de coopération internationale et comment ça va se déployer dans chacun des secteurs. Et je me tourne vers vous, mon général, pardon, parce que pour le ComCyber, c'est aussi l'occasion d'avoir l'opportunité de faire avancer un certain nombre de sujets et probablement dans le cadre plus large de l'Europe de la défense. Est-ce que, mon général, vous pourriez nous donner les premiers axes qui seront ceux du ComCyber dans le cadre de cette présidence? Avec plaisir. D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion d'enlever mon masque et de pouvoir intervenir. Profite un peu. Et puis également d'être ici pour témoigner un petit peu de ce que souhaite faire le ComCyber pendant cette présidence de l'Union européenne. Et en fait, ce qui est, je dirais que le premier des constats, c'est que l'Union européenne a une manière de gérer les crises qui est globale, dite globale. On parle de l'approche globale. Moi, je préfère parler d'action globale, civile et militaire. On va sur les terrains et généralement, on engage aussi bien les autorités civiles que des forces militaires sur le terrain. Concrètement, il faut le savoir, c'est 11 missions et opérations qui sont en cours actuellement. Donc 5000 personnels européens sont déployés sur des théâtres et travaillent. Et c'est notre responsabilité de les protéger, y compris au niveau cyber, de protéger leur mission et les protéger eux-mêmes. Donc c'est, je dirais, pratiquement, si on devait choisir une espèce de cœur de cible, pour nous, le ComCyber, ça serait de participer à cette protection. Donc c'est le cœur de cible pour nous. C'est notre intérêt également parce que lorsque les institutions européennes se protègent, elles nous protègent également, et ça a été dit, il n'y a pas de frontière entre les États membres et les institutions, et ça, je crois que Romain l'a clairement exprimé, il faut également que les institutions travaillent à se protéger, y compris dans les institutions, la partie militaire qui travaille pour l'Union européenne. Ceci dit, la force militaire principale de l'Union européenne, elle réside dans les États membres. Et donc ça, c'est un constat. Si vous voulez la comparer à une autre organisation internationale bien connue, et qui est l'OTAN, qui se trouve également à Bruxelles, une des plus grandes différences, c'est que l'Union européenne se repose pour l'essentiel sur les forces qui sont dans ses États membres. Donc il y a une interconnexion encore plus forte et un intérêt partagé encore plus fort dans l'Union européenne. Mon général, juste un instant, vous voulez dire qu'à l'OTAN, il y a des ressources affectées à l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des moyens qui sont communs, des moyens militaires, qui sont communs dans l'Union européenne, bien plus importants que ceux qu'on peut trouver au sein de l'Union européenne. À titre d'exemple, l'état-major de l'Union européenne, donc qui représente 99% des forces militaires stationnées à Bruxelles, c'est 200 personnes. Voilà, donc un petit chiffre juste pour bien situer ce dont on parle. Donc la puissance européenne, elle réside dans les États membres. Et donc, dans ce domaine cyber, les initiatives foisonnent, mais donc je vais essayer de me limiter à quelques exemples concrets de ce qu'on souhaite faire pendant notre présidence pour rechercher de la cohérence dans tout ce foisonnement, et ça va être notre objectif principal, le fil conducteur de notre action. Lorsqu'on évoque le développement, que ce soit en commun ou en coordination de capacités, il faut d'abord se mettre d'accord sur une vision commune de ce qu'on veut faire. C'est un travail qui est en cours et auquel participe activement le ComCyber. Et en fait, on travaille à un document qui est une vision stratégique exprimant clairement que le domaine cyber est un nouveau domaine de confrontation et d'intervention pour l'action militaire. Ceci au même titre que les domaines aériens, maritimes ou terrestres.
Ça paraît évident, ça a été fait dans d'autres organisations. On souhaiterait en fait qu'au sein de l'Union européenne, ce contrat, entre guillemets, sur cette compréhension commune du sujet soit signé. Ça sera signé, entre guillemets, avant, je pense, probablement avant la fin de l'année, donc probablement pendant la présidence slovène, au plus tard pendant notre présidence. Donc c'est un document fondateur qui n'est pas révolutionnaire, ça paraît je dirais, une évidence, j'imagine, tous les gens qui sont dans la salle. Ceci dit, tant qu'on n'a pas mis tout le monde d'accord pour signer ce document, entre guillemets, signer ce contrat, dans l'intergouvernemental et dans un système qui fonctionne avec une décision à l'unanimité, on peut avoir des surprises. Là, on ne devrait pas en avoir. Ce qui permettra également une révision du concept sur la planification des opérations militaires de l'Union européenne et l'intégration du domaine cyber à part entière dans toute la planification, et y compris physiquement dans les états-majors. Donc voilà, c'est très concret, c'est du papier, certes, mais qui va déboucher sur des choses très concrètes, puisque dès le départ, on va intégrer le fait cyber. Donc c'est que cyberdéfense by design. Exactement, oui, c'est l'équivalent français, je ne saurais pas le... Par conception. Oui, par conception, voilà, très bien. Et donc on a des contrats. Quels sont les outils qui vont nous permettre de remplir ces contrats, ces engagements? Ici encore, je vais prendre un exemple parmi d'autres. Un exemple que je sélectionne dans la famille des projets de la coopération structurée permanente, que vous connaissez peut-être sous l'acronyme PESCO, l'acronyme anglais. Donc c'est le CICDC, donc Centre de coordination de l'information et du cyber. Cette proposition allemande a retenu notre attention, et nous y sommes associés pleinement depuis le mois d'avril, parce qu'elle a vocation à mettre en place une capacité de planification au sein de l'Union européenne, et à terme renforcer pourquoi pas l'état-major dont je vous ai parlé, qui est actuellement faiblement doté, et amener une capacité en cohérence avec la vision et le document sur la planification des opérations dont je vous ai parlé précédemment. Donc on est dans un déroulement assez logique. L'outil suit l'idée, et une fois que l'idée est posée, qu'on a des outils, et bien en fait, il nous faut des hommes pour servir ces outils, des hommes qui soient à la fois éduqués et entraînés. Et là, c'est le troisième point particulier que je voudrais souligner. C'est en fait, cette année a été conduit un exercice qui s'appelle la conférence militaire des CERT, donc des Computer Emergency Response Teams militaires. Cet exercice comportait deux volets, un premier volet technique qui a eu lieu en début d'année au mois de février, et un volet stratégique qui s'est terminé aujourd'hui. Des enseignements en fait sont tirés de cet exercice, qui a pour principale vocation à créer un réseau des CERT. Alors ce réseau, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? C'est d'abord la notion de réseau est intéressante parce qu'elle nous permet à nous de conserver une ressource rare dans nos États membres, et ponctuellement, lorsqu'on en a besoin, de la mettre à disposition en fait en commun au profit de l'Union européenne et de ses actions. Donc c'est une vision qui nous convient tout à fait. L'exercice a démontré qu'il y avait encore pas mal de travail, parce que la défense, dans le domaine de la cyberdéfense plutôt, a été un domaine
dans lequel la coopération n'a pas été aussi vive que ce qu'elle a pu être dans d'autres domaines, comme la police. Donc il y a du travail, mais il y a une vraie volonté. Et aujourd'hui, l'un des objectifs principaux de la deuxième partie de l'exercice, c'était de mesurer le degré de confiance qui pouvait exister entre les États membres. Et les premières conclusions à chaud sont que oui, il y a une bonne, je dirais, confiance entre les États membres. Il faut encore qu'elle se caractérise. Donc il y a des choses à faire. Alors cet exercice n'a pas vocation à être interrompu. On souhaite qu'il soit reproduit. Et on discute actuellement avec la présidence slovène pour que l'exercice se poursuive, y compris, et c'est probablement ce qui va se produire pendant la présidence française de l'Union européenne, mais soutenu par la Slovénie. Donc vous voyez, quand on parlait du dialogue entre les présidences, c'est ce qui s'opère dans le trio de nos présidences, avec nos amis tchèques et suédois qui vont suivre, mais avec également ceux qui précèdent. Les Slovènes, activement, on travaille avec eux sur un projet concret. Donc voilà, je vous ai un petit peu dessiné ce que pouvait être la construction d'une capacité de défense. Le fil conducteur, c'est en fait cette recherche de cohérence entre les différents projets de différentes natures, qu'ils soient réglementaires, normatifs, qu'ils soient concrets, les outils, qu'ils soient dans l'amélioration de la qualité de la matière humaine, afin de pérenniser cette recherche de cohérence et les résultats que l'on obtiendra. On souhaite organiser pendant la présidence française de l'Union européenne une réunion des ComCyber, en fait. Donc le général Tisser invitera ses homologues des États membres à venir et à réfléchir à la manière justement de développer cette cohérence et d'amener un petit peu de vision stratégique et d'un peu plus long terme que les simples projets qui sont aujourd'hui sur la table. Donc pour conclure, je dirais que j'avais préparé une belle phrase que je vais vous donner quand même. Les outils, des concepts, des hommes bien entraînés pour les utiliser, avec des lignes directrices claires. Et ça, c'est l'action du ComCyber. Voilà ce que sera notre ambition pour cette présidence du Conseil de l'Union européenne en matière de cyberdéfense. Merci beaucoup, mon général. Oui, finalement, une mission, un chef et des moyens, et puis de la coopération. Moi, ce que je retiens, c'est probablement, peut-être, je parle sous votre contrôle, mais coopération, être opérationnel, ça va être les deux grands principes de l'action française. Et peut-être revenir sur le DSA, et je vais me retourner vers Éric Fraissinet et Romain Rideau. On a le DSA, on a le DMA, vous évoquez le trilogue pour l'un des deux. Est-ce qu'on ira au bout des deux ? Et c'est peut-être à Romain que je vais poser la question. Et si on ne va pas au bout des deux textes, quel est celui sur lequel on voit clairement un aboutissement et où on laissera le deuxième à nos partenaires ? Je vais vous répondre très rapidement. Déjà, le trilogue, je le mentionnais pour la directive Nice. Moi, je ne suis pas directement les sujets DSA et DMA, ça va être plus la direction de l'Union européenne qui va le faire. Donc, je crois que les calendriers aujourd'hui ne sont pas complètement stabilisés, mais en tout cas, il y a une volonté affichée qui est de les faire avancer le plus vite possible, parce qu'il y a, comme je pense que vous l'avez compris, il y a aussi une situation d'urgence à agir, puisque plus on attend, plus l'instabilité se poursuit et plus c'est des avantages in fine, et c'est ça qui est important de nos concitoyens et des entreprises européennes. Parce que c'est sûrement quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, en tout cas pour nous, c'est que le cyber, c'est un espace numérique, c'est un espace dématérialisé, mais les conséquences dans la vie réelle sont concrètes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette urgence à agir qu'on va essayer
de matérialiser sous présidence française. Voilà. Mais ensuite, sur DSA, DMA, je n'ai pas les éléments exacts en tête, donc je me garderai bien de vous répondre quelque chose d'imprécis. Non, mais je vous en prie. Ça me permettait aussi de faire le lien, parce que finalement, quand on parle de ces textes, on parle des plateformes. Tout à l'heure, on parlait de la lutte contre, de e-évidence, du volet technique, de l'interopérabilité. Et donc, la question que je me pose, c'est dans le cadre de la criminalité organisée, quels sont nos outils, Général Fraissinet, les outils de la présidence qu'on va pouvoir mettre concrètement au service de la lutte contre la criminalité organisée, premier élément. Et deuxièmement, on voit qu'il va y avoir des actions événementielles, je ne devrais pas le dire comme ça, mais en tous les cas, on va animer notre présidence. Est-ce que vous aussi, du côté gendarmerie, vous aurez un calendrier d'événements permettant de mobiliser sur nos grands thèmes ? Alors forcément, hein, c'est l'enjeu de chaque présidence. Comme le disait Romain, la présidence française n'a pas vocation à tout résoudre et tout ne passe pas que par la présidence française. Et c'est chaque présidence qui permet de construire chacun de ces éléments. On voit bien qu'on a besoin du travail de chacun, du travail de la Commission aussi, et puis des autres pays qui participent toujours aux discussions. Hein. La présidence, elle fait que donner une certaine animation aux travaux des États membres. Et donc, le travail de la présidence française, ça va être d'être résolument concentré sur la poursuite des travaux qui ont été menés, faire aboutir ceux qui peuvent aboutir et concrétiser, comme je disais par exemple sur e-évidence, concrétiser rapidement la mise en œuvre des textes qui sont votés. Ensuite, la présidence en tant que telle n'a pas d'outils pour lutter contre la criminalité organisée, hein, c'est pas son boulot. Son boulot, c'est vraiment d'animer ce dialogue entre les États membres, d'être la voix des États membres aussi par le Conseil, hein, et dans le dialogue avec la Commission et le Parlement notamment, et dans l'impulsion qu'on donne aux différents textes et dans les passages de relais efficaces avec les différentes présidences. La coopération, elle se fait dans le cadre des outils qui existent. Hein. On rentre dans un nouveau cycle, par exemple, de ce qu'on appelle l'Impact, hein, qui est l'outil de coordination. C'est un plan d'action, en fait, en matière de lutte contre la criminalité organisée sur différents domaines, dont les cyberattaques, dont les atteintes aux mineurs, en particulier sur Internet. Il y a donc ce nouveau cycle commence cette année 2021. On va redéfinir ou reclarifier les lignes du dispositif. Il se peut que la France prenne la direction d'un certain nombre de lignes d'action, mais ça n'a pas encore été décidé. Ça devrait l'être d'ici la fin du mois. Et c'est un travail qu'on ne fait jamais seul. Et ce plan d'action, vous le voyez concrètement dans les résultats opérationnels, hein, qui sont mis en avant par Europol, qui par Eurojust en fonction du point d'équilibre de l'opération. Donc ce sont des opérations coordonnées contre certaines typologies de cibles. Un des outils importants qui a été mis en œuvre depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle l'équipe commune d'enquête. Et pour être très concret, l'équipe commune d'enquête, c'est non seulement mettre ensemble des services d'enquête et des juridictions, des procureurs, hein, qui valident l'action commune au travers d'Eurojust, mais c'est par exemple partager immédiatement des preuves au cours de l'enquête entre les différents pays. C'est très efficace parce que si on fait une perquisition le matin à Lyon, on fait une copie de disque dur dans une enquête dans laquelle sont aussi impliqués des collègues allemands, des collègues espagnols, etc. L'après-midi, on peut partager les résultats de cette perquisition
avec les autres partenaires. Et ça a été un vrai progrès dans la coopération. On est la seule région du monde qui peut réaliser ce genre de choses. Et ça permet tout de suite, non seulement de mettre à disposition pour permettre aux enquêtes de se poursuivre dans les autres pays, donc de mettre à disposition ces éléments de preuve, mais parfois de bénéficier aussi des compétences spécifiques des services d'un pays dans l'analyse d'un type de fichier, dans le traitement d'une certaine volumétrie de données liée à, je ne sais pas moi, du stockage dans le cloud, dans un format particulier, etc. Donc ça permet de partager les compétences aussi entre les différents pays, et ce, de façon coordonnée. Il se peut que des fois ce soit la France qui ait ces compétences, mais ça peut être les Pays-Bas, les Allemands, les Slovènes, etc. C'est important d'aller plus vite sur ces enquêtes grâce à ce partage de compétences. Europol aussi est un des endroits où se développent des outils pour permettre de mieux travailler. Et donc, pendant la présidence, il va y avoir le lancement de ce nouveau cycle Impact qu'on va mettre en valeur, qu'on va essayer autant que faire se peut de rendre aussi visible que possible. C'est Impact, par exemple, c'est pas forcément un acronyme qui est connu par tout le monde, et pourtant ça sous-tend véritablement l'action européenne contre la criminalité organisée. Et dans le champ cyber, on a beaucoup progressé grâce à cet outil-là. Donc on va rendre plus visible, en tout cas on va essayer de rendre plus visible. Tu as raison au travers éventuellement des événements qui vont émailler la présidence. Romain citait cet exercice. Moi je pense que si nous on contribue à la construction de cet exercice, on essaiera de l'alimenter avec des éléments concrets issus de ce qu'est la coopération judiciaire et policière, et comment ça peut alimenter une gestion de crise au niveau stratégique ou politique. Ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à réussir ça. Et puis, il y aura des événements plus grand public comme peut l'être le FIC, donc le Forum international de la cybersécurité. Depuis 3 ans maintenant, même si l'épidémie a rendu difficile les échanges au cours de l'année qui vient de se passer, mais depuis 3 ans, l'Union européenne et les institutions européennes sont de plus en plus présentes au sein du FIC. Ça leur permet d'expliquer concrètement aux gens qui viennent au FIC. C'est des gens qui travaillent dans l'écosystème du numérique, dans les entreprises du cyber en France et en Europe, et qui voient concrètement ce que font les institutions européennes. Donc ce n'est pas que les discours, c'est aussi des échanges directs avec les spécialistes dans des ateliers ou sur les stands des institutions. Et je pense qu'au cours de la présidence française, on fera un effort pour que cette présence des institutions européennes au FIC soit encore plus grande pour permettre ces échanges. On vous aidera avec plaisir. Est-ce que Romain, vous voulez dire quelque chose ? Rebondir sur la transition, le point sur le FIC me permet de faire une bonne transition. Sur cette idée de coopération, on a parlé de coopération avec les États membres. Il y a aussi d'autres acteurs avec lesquels on va coopérer et qui sont fondamentaux, c'est le secteur privé et la société civile. La France, ça fait depuis des années qu'elle défend une diplomatie numérique qu'on appelle, alors pardon pour le jargon, multi-acteurs ou multi-stakeholder en anglais, parce qu'on a bien compris que les États ne peuvent pas tout faire tout seuls dans le cyberespace. On travaille tous dans l'espace numérique avec des objets, avec des services, avec des infrastructures qui sont conçues par le secteur privé. Et donc, on a besoin de travailler avec le secteur privé pour voir comment est-ce qu'on peut coopérer intelligemment ensemble pour fixer des standards ou des règles ou des critères de cybersécurité minimaux qui n'empêchent pas l'innovation ou le développement des entreprises, mais qui les mettent quand même face à leurs responsabilités aussi, parce que l'État ne peut pas protéger tout seul les entreprises ou les citoyens qui utilisent ces produits et services. Et c'est pour ça, et c'est une dimension que je n'ai pas mentionnée dans mon propos introductif et qui convient de mettre en avant, on va essayer aussi sous la PFUE
de pousser pour que les enjeux de cybersécurité soient intégrés dans toutes les politiques de l'Union européenne de façon cohérente. Et la première d'entre elles, c'est la politique industrielle, où on va vraiment, et là je ne veux pas me mettre à la place des acteurs qui savent beaucoup mieux que moi, et je pense en premier lieu à l'ANSSI, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui aura un rôle déterminant dans ce secteur-là. Ce sera important pour nous d'intégrer ces enjeux-là dans des choses très concrètes. Je pense par exemple à la régulation des objets connectés, le fameux IoT. Je pense à la certification européenne de certains prestataires de services de cybersécurité qui viendront en appui des États. La supply chain aussi, la sécurisation des supply chains, qui est un sujet effectivement très actuel, comme le montrent les incidents récents que sont les attaques contre SolarWinds ou contre Microsoft Exchange Server. Donc voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel je voulais revenir, parce qu'on ne pourra rien faire sans le secteur privé. Et la société civile également, c'est important. Je parlais de valeurs tout à l'heure, c'est pas seulement du discours. Préserver des valeurs démocratiques ou les droits de l'homme dans le cyberespace ou dans l'espace numérique, c'est aussi quelque chose qui nous identifie, qui contribue à notre identité. C'est aussi des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus aujourd'hui entre les acteurs internationaux. Parler de souveraineté dans l'espace numérique à la Chine ou à la Russie, vous n'aurez pas la même réponse que celle que je vous ai donnée dans mon propos introductif. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment vouloir travailler avec ces gens-là, construire sur la base d'initiatives telles que par exemple l'appel de Paris pour la sécurité et la confiance dans le cyberespace que la France a lancé en 2018. Et dont nous sommes signataires. Et dont je vous remercie d'ailleurs d'être les glorieux signataires. Voilà, donc on va aussi pousser de manière cohérente dans tous ces cadres internationaux-là qui incluent une participation de la société civile et du secteur privé. Et Eric mentionnait tout à l'heure les discussions à l'ONU. C'est aussi important pour nous qu'il y ait une voix européenne à l'ONU, mais que aussi l'Europe permette au secteur privé, à la société civile, de s'exprimer pour donner son avis dans ces discussions onusiennes, qui sont des discussions entre États. On ne va pas changer la nature de l'ONU, mais les États ne peuvent pas être aveugles à ce que nous disent d'autres acteurs non étatiques. Et donc ça, c'est une dimension importante. Merci. Oui, la dimension économique, académique, politique, étatique, finalement, tout ce qu'on aime chez Paris Cyber Week. Avant peut-être de me tourner vers vous, je voudrais savoir si on a de premières questions auxquelles on pourrait peut-être répondre. Non ? Vous avez le droit. Hein. Ben moi, j'en ai une, parce qu'on parle beaucoup, on est sur un niveau très expert là pour le moment. On est aussi suivi sur YouTube et finalement, une présidence, moi je sais, nous on sait bien ce que c'est, mais Romain, qu'est-ce que c'est une présidence et à quoi ça sert ? C'est comment on la construit et pourquoi on a une présidence qui tourne, un petit peu de pédagogie, parce que finalement il y avait aussi ça dans vos prises d'intervention, il y a faire connaître, faire savoir, rendre compréhensible. C'est la petite minute citoyenneté. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais très rapidement, c'est quoi une présidence ? C'est un pays parmi les 27 qui, pendant 6 mois, assure l'animation des discussions, des négociations et des travaux de réflexion au sein du Conseil de l'Union européenne, donc qui est l'institution qui réunit les 27 États membres, qui est une des 3 institutions majeures, on va dire, je simplifie, mais avec la Commission européenne d'une part et avec le Parlement européen d'une part. Le Conseil, le Parlement et la Commission sont les 3 institutions qui participent à la prise de décision politique et normative au sein de l'Union européenne. Et donc, la présidence, c'est important parce que ça permet aussi de faire avancer les travaux normatifs en coordonnant, en animant, en trouvant des compromis entre les 27 États membres pour ensuite discuter, négocier avec la Commission et avec le Parlement européen. Pourquoi on tourne ? Tout simplement parce que aucun État membre n'est propriétaire de l'Union européenne, et donc c'est important que chaque État membre puisse à son tour promouvoir ses idées, donner le là à l'Union européenne. On est 27 États membres qui sont extrêmement différents, donc on a aussi des perceptions différentes et ça enrichit les débats. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à la présidence, il n'y a pas de petits ou de gros États. Chaque État, quelle que soit sa taille, va présider un jour le Conseil de l'Union et pourra faire valoir sa voix et toute son expertise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comment ça se prépare ? Ça se prépare longtemps à l'avance déjà. Une présidence, on n'arrive pas, donc c'est semestriel, on n'arrive pas soit à la fin du mois de juin, soit à la fin du mois de décembre, à la veille de notre présidence, en se demandant ce qu'on va y faire.
Pour vous donner un exemple très concret, la présidence française, on a commencé, nous, à en parler pour ce qui concerne le cyber au mois d'octobre de l'année dernière, donc c'est-à-dire quasiment 1 an et demi avant le début de notre présidence. Ça prend du temps parce que je vous disais tout à l'heure qu'il faut identifier les besoins, il faut consulter. Il faut consulter plusieurs fois. Il faut aussi parler donc non seulement aux États membres, mais au secteur privé, aux institutions, aux parlementaires. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on sort d'un coup de baguette magique d'un chapeau. Et ensuite, il faut la mettre en œuvre parce que c'est bien beau d'avoir des idées. Et là, je rejoins ce que disait le général Rouf. À un moment, il faut être aussi opérationnel. Avoir des idées, c'est bien. Avoir un programme, c'est bien. Avoir les hommes et les femmes pour la mettre en œuvre, c'est encore mieux. Et surtout, au-delà du concept, identifier les processus, parce que l'Union européenne, c'est une grande mécanique quand même. Concrètement, quand on parle de faire aboutir la directive Nice, qu'est-ce que ça signifie, quel calendrier, quelle procédure de législation il faut prendre en compte. Donc tout ça se prépare, on fait des tonnes de rétro-planning sur chaque objet, on discute, il y a aussi des arbitrages internes à faire. Là, vous avez un très bon exemple, je pense, aujourd'hui avec le domaine cyber. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, pour moi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais il y a beaucoup d'autres agences et services de l'État qui participent aussi. Le ministère de la Justice qui n'est pas là aujourd'hui, j'ai mentionné l'ANSSI. Donc voilà, tout ça, toutes ces personnes-là doivent aussi parler entre eux, trouver un modus vivendi et un accord. C'est aussi des compromis, une présidence. On a plein d'idées au départ et puis on verra aussi ce qu'il en ressort à la fin, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un pas. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure, je finirai par là. C'est pas facile une présidence, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de patience aussi, et beaucoup de persévérance, je crois. Et donc pour construire aussi cette continuité, c'est aussi tout l'intérêt de prendre ces contacts en amont. Et vous parliez de continuité, on a un projet allemand, mon général, je me tourne vers vous. Vous avez évoqué le CIDCC. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce sujet, puisque là, on est clairement dans la continuité et l'opérationnel. Le CIDCC, en fait, c'est une capacité qui va être mise au service de l'Union européenne. D'abord, c'est un projet, comme je disais, qui est un des projets de ce qu'on appelle la coopération structurée permanente, qui est un des produits du traité de Lisbonne, et qui permet de, ensemble, construire des capacités pour améliorer l'Europe de la défense. Ce projet qui est, je dirais, calqué sur l'organisation allemande, qui a fédéré en fait en une seule entité tout ce qui concerne l'information à caractère militaire, que ce soit de l'information, je dirais, de sources du renseignement ou de sources électromagnétiques, quel que soit tout ce qui est information, a été mis sous un seul chapeau. Et c'est sous ce chapeau, bien sûr, le cyber intervient d'une manière transverse quasiment tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un domaine cyber et de l'information. C'est comme ça que voient les choses nos amis allemands. Ce n'est pas du tout notre manière de travailler en France. Ceci dit, dans tous les projets, on a parlé de compromis, il y a des bonnes choses. Et il nous a semblé que nous associer à ce projet pour en faire ressortir le meilleur, puisqu'il avait vocation à servir le service européen d'action extérieure et donc les institutions européennes, il devrait finalement se retrouver physiquement au sein de l'Union européenne. Il nous a semblé qu'il était intéressant de trouver avec nos amis allemands la voie qui conviendrait à l'ensemble des États membres. Et donc, il y aura des compromis à faire. Et on sera là pour, justement, avec nos amis allemands, trouver la bonne manière de faire. À terme, l'objectif, c'est de renforcer ce dont je vous ai parlé, l'état-major de l'Union européenne et sa capacité à planifier et à conduire des opérations qui, aujourd'hui, encore, est limitée. Voilà, donc c'est l'essentiel du projet qui devrait aboutir en fait dans la décennie qui vient. C'est un projet de moyen-long terme et qui vient juste d'être lancé. Je pense qu'on a bien fait d'être dans la barque avec nos amis allemands dès le départ
pour justement faire en sorte que ça prenne la bonne direction. Et finalement, le ministre Andrés Sout parlait ce matin dans son discours de souveraineté. Donc c'est intéressant de voir aussi que la souveraineté n'est pas un mot français, vraisemblablement, même si la définition pourrait être différente. De ce que j'en ai entendu, il était bien sur ce travail collectif. Et la question que je me pose finalement, c'est tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que ça ne vise pas à faire de l'Europe une puissance cyber ? On a un axe civil, militaire, on a des réponses. Est-ce que sur cette notion de puissance cyber, l'un d'entre vous souhaite s'exprimer, peut-être Romain ? Alors oui, je parlais tout à l'heure d'être en capacité de faire nos choix et d'identifier nos intérêts par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je pense que déjà être une puissance, c'est ça. C'est être capable d'avoir cette autonomie de réflexion et d'avoir les moyens à disposition pour atteindre ces intérêts qu'on a identifiés. Cette notion de puissance, il ne faut pas la prendre dans un sens négatif. Aujourd'hui, on a souvent tendance, et je suis assez frappé par ça, en Europe, à voir de manière négative le terme de puissance. La puissance, ce n'est pas négatif dans le sens où si elle manifeste la volonté d'autonomie et si elle ne manifeste pas la volonté de domination, puisqu'on n'est pas dans une volonté de domination ici. La puissance, elle est importante parce que face à nous, il y a des puissances cyber, pour le coup, qui se développent aussi, des puissances amies. Je pense aux États-Unis, qu'on pourrait même qualifier de superpuissance cyber aujourd'hui, au regard de leur capacité, de leur maturité sur les sujets cyber et technologiques de façon générale. Des puissances plus compliquées, que sont la Chine, que sont la Russie, qui sont aussi quelque part, et je pense notamment à la Chine, des superpuissances du fait de leur capacité, ou à la Russie des puissances de premier rang du fait de leur maîtrise du sujet cyber, que ce soit en capacité offensive, en LIO, en LID, ou même d'ailleurs on les voit nous sur le plan diplomatique, une tradition diplomatique qui est mûre et qui leur permet d'être extrêmement influents dans les débats internationaux portant sur les enjeux cyber. Donc moi, je milite à titre personnel, et je pense que beaucoup de monde au Quai d'Orsay le font également, pour que l'Europe s'affirme comme une véritable puissance, mais une puissance. Je crois que c'était le président Macron qui, dans un discours à l'école de guerre, avait parlé à l'époque de France puissance d'équilibre. Alors c'était pour le domaine du nucléaire. Moi, j'aime bien ce thème de la puissance d'équilibre pour l'Europe dans le domaine du cyber, parce que ça nous permet d'affirmer une voie déjà qui est singulière. Je parlais de valeurs tout à l'heure. Il y a des valeurs européennes qu'on peut défendre, et qu'on peut défendre de façon crédible d'ailleurs dans le domaine cyber. Et c'est aussi une puissance qui évite les excès qui peuvent être parfois chez nos alliés d'ailleurs, et parfois et surtout chez nos rivaux, que ce soit en matière d'action offensive ou en matière de velléité de domination économique, politique, etc. Je pense que l'Europe a un vrai rôle à jouer là-dedans, et un vrai rôle d'entraînement aussi, je conclurai par là, pour d'autres parties du monde qui émergent ou qui cherchent à émerger sur les enjeux numériques et cyber. J'ai mentionné l'Afrique tout à l'heure. On pourrait aussi mentionner l'Asie du Sud-Est, l'Europe centrale, les Balkans, l'Asie méridionale aussi. La thématique de l'Indo-Pacifique est quelque chose qui monte aussi en ce moment. Donc on a beaucoup de choses à faire avec des partenaires tels que l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie. Voilà. Là, je pense que l'Europe a un vrai rôle à jouer et doit être capable de parler d'une seule voix pour justement être influente. Sinon, elle risque de subir. Elle risque de subir notamment ce grand jeu qui commence à se dessiner entre la Chine et les États-Unis dans le domaine numérique. On dit souvent entre nous qu'on ne doit pas être le terrain d'affrontement de cet antagonisme numérique entre la Chine et les États-Unis. Et pour ne pas l'être, il faut être capable de décider par nous-mêmes. Et de se défendre, probablement. Sur la question, Henri Verdier parle beaucoup des communs. À titre personnel, parce que je n'ai pas la chance comme vous d'être un expert de la cyber, Général Fraissinet, est-ce que dans votre secteur, il y a des communs que vous avez identifiés? Est-ce qu'il y a des choses qui rentrent dans cette définition, où les communs, c'est vraiment de l'immatériel et au-dessus de la vie des gens? C'est une question un peu philosophique, mais c'est pour... On parlait des définitions, je crois qu'à un moment, les définitions sont utiles. C'est une excellente question. Merci.
Alors déjà, on bénéficie des communs. Je vais donner juste quelques exemples, mais il y a pas mal d'outils qu'on utilise, qui sont des outils qui sont utilisés à travers le monde, des outils libres de cybersécurité, qui sont utilisés aussi bien par ceux qui défendent les réseaux des organisations ou qui mènent des réponses à incidents que les enquêteurs. Et il y a tout un tas d'outils depuis toujours d'ailleurs, enfin depuis que je suis que j'étais tout jeune dans ce domaine. Il y avait un certain nombre déjà d'outils libres qui nous ont permis d'avancer, qui ont permis à des pays qui avaient moins de moyens que d'autres de rapidement former leurs enquêteurs. On parlait de l'Afrique ou de l'Asie du Sud-Est, le fait qu'il y ait non seulement des produits commerciaux, mais aussi des produits libres qui permettent de faire de l'investigation numérique. Ça permet de mieux protéger ensemble les réseaux. Il y a tout un tas qui sont utilisés, par exemple, en découverte de vulnérabilité sur les réseaux et dont on se sert, nous aussi, pour mener certaines investigations. On met des données en commun. Alors ça, c'est un sujet plus délicat, parce que la donnée, ça a de la valeur, d'une part, puis d'autre part, dans notre domaine, elles peuvent être protégées. Donc ça peut être des données à caractère personnel, du coup, on ne va pas les partager avec toute la planète dans tous les cas, mais aujourd'hui, on ne peut que constater qu'il y a quand même une grosse partie de l'information sur la menace qui circule assez librement entre les différents acteurs, entre les écosystèmes privés et publics, parce qu'il y a un intérêt commun à protéger l'ensemble des réseaux. Ma sécurité dépend de la sécurité de mon voisin. On parlait tout à l'heure de l'interdépendance et des chaînes de valeur. On dépend de la sécurité de son fournisseur ou de ses interlocuteurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on renforce la motivation à partager ces données et qu'on arrive à trouver encore plus de valeur dans le partage. Donc il y a de la valeur dans la donnée, mais il faut qu'elle ait plus de valeur parce qu'elle a été partagée. Et je pense que ça peut passer par non pas des adaptations du cadre juridique quand on parle de données personnelles, mais des guides, par exemple en matière de partage de données entre les CERT, pour plus rapidement, plus facilement échanger de la donnée. Je pense que c'est des questions que doivent se poser les CERT militaires aussi dans ce contexte-là. On partage des adresses IP, des identifiants de pseudonymes de gens qui veulent s'attaquer à vos réseaux, etc. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et puis dans notre domaine, on met en commun au niveau mondial aussi des données liées à la protection des mineurs. Je pense aux bases de données internationales d'images pédopornographiques qui permettent notamment de plus facilement détecter ce type de contenu, d'accélérer les enquêtes. Quand on met en commun ces éléments d'information, on peut faciliter l'identification des victimes. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés depuis très longtemps. Et de plus en plus, on réfléchit, où il y a des projets autour du partage de signatures ou de données issues de ces bases de données qui permettraient aux hébergeurs, par exemple, de détecter ce type de contenu dans leur réseau. Et ça, il faut qu'on progresse sur ce sujet-là. C'est pas toujours fait, c'est pas toujours facile à faire, parce que c'est des données particulièrement sensibles. Voilà, donc oui, il y a des exemples de communs. Bonne question. Non, mais et puis finalement, ta réponse me laisse à penser que la donnée, c'est ce dont on n'avait pas encore parlé, mais si on est une puissance, c'est pour protéger quelque chose. On parlait des valeurs, on parle probablement de nos citoyens, et puis il y a aussi, dans les valeurs, il y a la valeur, et je peux vous dire que depuis ces 2 derniers jours, la question de la valeur de la donnée, de sa protection, de son accessibilité, de sa disponibilité ont été au cœur de toutes les discussions. J'ai vu qu'il y avait une question. Alors on va la prendre.
Non, avec. Merci mademoiselle. Donc Cédric Sylvestre, cofondateur d'Olvid. Donc la chance que l'on a avec la France, c'est à la fois d'être très singulier, être le siècle des Lumières et de porter très haut les valeurs, les libertés individuelles sur le territoire européen, et c'est important. Et puis à la fois d'avoir une excellence en fait technologique et qui est souvent certifiée par exemple par l'ANSSI. Et la question en fait que je me posais, donc autant sur le marché français, quand on a une certification de l'ANSSI, ça permet d'expliquer et de rassurer en fait les clients. C'est moins évident au niveau européen. Et bien souvent, on regarde les différents marchés. Autant quand vous êtes aux États-Unis, vous avez une solution et vous adressez à un marché. Autant, notamment dans la cybersécurité, sur le marché européen, vous avez une juxtaposition de marchés avec des cultures verticales, nationales extrêmement en fait, donc, fortes. Allez dire à un Allemand ou à un Anglais, vous avez une super solution, à les Français, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc c'est pour ça que nous, on milite pour être agnostique à la localisation des serveurs et d'être vraiment indépendant justement de ces localisations. Et comme on critique beaucoup la France, et parfois l'Europe, en disant vous certifiez, vous faites des normes, etc., ben, jouons le jeu et augmentons le niveau exigé dans les appels d'offres dans les marchés européens, ou de manière générale dans la certification, et je pense que l'ANSSI en fait donc un rôle à jouer, pour que dans les appels d'offres, dans les marchés publics européens, il y a des niveaux de certification extrêmement en fait donc élevés qui permettraient de rendre compétitifs des acteurs français ou européens. Qu'est-ce que vous pensez de cette normalisation à l'extrême? Est-ce qu'il ne faudrait pas la pousser vraiment, en fait, en faire un faire-valoir pour valoriser les solutions de cybersécurité européennes? Merci. Clairement, c'est une question industrielle. Puissance normative, créatrice de valeur. Je me tourne vers Romain ou vers le général Fraissinet. Romain, je vous en prie. Et oui, là, c'est ça. Ou Bercy. Le porte-parole de l'ANSSI, mais ce sera forcément moins bien. Je mentionnais tout à l'heure, peut-être un peu trop rapidement, l'idée qui se développe, et qui va dans le sens de ce que vous dites, en fait, de faire des schémas de certification européens pour certains services prestataires de sécurité ou audits de cybersécurité, par exemple, qui viennent en appui des États pour la réponse à incidents. C'est effectivement un modèle qu'on pourrait aussi essayer de développer dans d'autres domaines de la cybersécurité. Et je vous rejoins je vous rejoins complètement sur le fait que 27 schémas de certification nationaux, c'est pas aider nos entreprises que de poursuivre dans cette direction-là. Donc, il sera nécessaire, oui, et c'est une idée qui, je le sais, fait son chemin, de développer des schémas de certification européens qui permettent en fait de protéger le marché unique de façon homogène et en tirant par le haut plutôt le niveau minimal de cybersécurité, parce que s'il s'agit de faire un référentiel européen qui en fait ne soit pas assez ambitieux, on ne se protégera pas. Donc il faut trouver cet équilibre entre l'harmonisation et le niveau atteignable pour nos entreprises sans trop les contraindre, sans leur demander l'impossible, mais en même temps qu'ils soient suffisamment exigeants pour protéger les citoyens et les entreprises. Alors, il y a une complexité qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si on fait ça, on risque d'avoir d'autres partenaires qui viennent nous voir pour nous accuser de protectionnisme. Et donc, ça veut aussi dire qu'il faut expliquer cette démarche-là en disant qu'on n'est pas en train de fermer le marché unique, mais que toutes les entreprises, quelle que soit leur origine, qui veulent commercialiser des solutions donc de cybersécurité ou numérique dans le marché intérieur devront respecter de la même manière ces critères-là. Vous parliez de la commande publique. Alors c'est un sujet qui est très intéressant et là il y a des idées qui commencent à se développer. Vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis d'un projet de nouveau standard qui s'appelle le CMMC, qui est un standard donc, que le DoD, le ministère de la Défense américain, va imposer à toutes les entreprises qui candidatent à des appels d'offres du ministère des Armées américain. C'est une démarche qui est assez inédite, elle est en cours d'élaboration, donc on n'a aucun recul dessus, mais c'est une idée qui est intéressante, qui sera intéressante si on arrive aussi à faire notre propre, entre guillemets, CMMC, ou en tout cas avoir un référentiel européen qui soit compatible avec celui des États-Unis, ou qui soit même peut-être le même. Ce sont vraiment des réflexions en cours que je vous livre. Mais qui sont intéressantes parce qu'elles rejoignent cette idée d'harmoniser justement, et pas seulement en intra-européen, mais aussi avec nos principaux partenaires, puisque les solutions qu'on utilise, finalement, elles sont largement mondialisées, c'est pas seulement l'Europe.
On parlait, je mentionnais tout à l'heure SolarWinds ou les attaques contre Microsoft Exchange Server. Les produits Microsoft sont des produits qui sont utilisés par des milliards d'individus aujourd'hui. Donc la solution, elle est peut-être pas seulement européenne. En fait, il y a peut-être aussi d'autres enceintes qu'il faudra explorer de normalisation. Je pense notamment à l'Union internationale des télécoms, qui est une organisation qui monte. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un bon témoin du fait que c'est une organisation qui monte, vous pouvez regarder l'activisme de la Chine dans cette enceinte et qui a bien compris que c'était là qu'allait se jouer beaucoup de choses à l'avenir. Et donc, c'est aussi des enceintes qu'il faut peut-être qu'on redécouvre, qu'on investisse davantage en veillant à garder cette voie européenne, justement. Merci, Romain. J'ai vu une nouvelle question, mais je serais très intéressé qu'on puisse poser la question à nos partenaires qui pourraient être tentés de nous dire que c'est du protectionnisme, de savoir s'ils ne sont pas eux-mêmes protectionnistes parfois. Mais je ne sais pas de qui on parlait. Donc, oui, je vois une question juste devant, et ce sera la dernière. Merci. Assez rapidement, je suis Raphaël Marichet de chez Palo Alto Networks, éditeur en cybersécurité. On contribue notamment à sécuriser le move to the cloud en Europe. Et le cloud est un sujet de régulation aussi qui parfois peut tuer l'innovation. Enfin, si je reprends les critiques de Eric Schmidt à l'égard de l'extrême régulation européenne, qu'en est-il selon vous? Quel sera votre agenda pour la présidence en matière d'intelligence artificielle, en matière d'IA? Au-delà du cloud, au-delà du chiffrement des communications, l'IA, c'est peut-être le sujet des algorithmes, des robots, des drones, des constellations de drones, de la décision à l'égard des individus, de donner ou pas des droits. Est-ce que pour vous, c'est une priorité à venir dans l'année qui vient? Merci. Qui veut se lancer en premier? Parce que je pense que chacun pourra avoir une partie de la réponse. Je pense aussi que d'autres ministères auraient une grosse partie de la réponse. Les drones, en général. L'intelligence artificielle, surtout. Il y a un début de discussion autour d'une proposition de la Commission sur l'intelligence artificielle. Et notre première préoccupation, dans un domaine qui est très important, alors c'est notre domaine, mais qui est celui de la sécurité, c'est qu'on puisse continuer à innover. Donc la surrégulation nous inquiète beaucoup. Et on souhaite continuer à innover pour ne pas reposer uniquement sur des produits qui nous viendraient de l'autre bout du monde, pour rejoindre ce qui a pu être dit. C'est des enjeux qu'on a connus dans d'autres domaines d'innovation, dans le médical, etc. Donc on va être très attentif au débat sur la régulation de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'une partie des difficultés qu'on rencontre sur ce sujet, c'est une mauvaise compréhension à la fois des missions de sécurité et puis de leur encadrement effectif. On ne fait pas n'importe quoi avec les données, on applique les mêmes règles que tout le monde, et puis surtout, on a des objectifs très précis de protection des personnes et des biens, des États, etc. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième, donc sur la régulation elle-même. Et je pense que c'est un débat qui va être très mûr pendant la présidence française, celui de ces propositions autour de l'intelligence artificielle. Romain l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on soit concret. Je parlais d'innovation. Il faut qu'on développe les échanges, le partage et les outils européens de financement de la recherche industrielle, etc. Ils sont au cœur de cette innovation en Europe. Nous, on souscrit ou on soutient ou on monte de plus en plus de projets, non seulement dans le cadre des financements de la DG Home, donc intérieure de la Commission européenne, mais aussi dans le cadre de Horizon Europe maintenant, qui finance des projets de recherche et d'innovation.
On réfléchit par exemple sur des sujets ayant trait à l'identité numérique et à la protection de cette identité, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de lutte contre les fausses informations, etc. Voilà, on lève les différentes pistes, on essaie de monter des consortiums ou de soutenir des consortiums. Et donc, on est convaincu que c'est par l'innovation autour de ces sujets-là qu'il y aura des sorties. Une des raisons pour lesquelles on investit pas mal là-dedans, c'est que ça part de notre constat. Il est double, et je vais finir là-dessus. Le premier, c'est sur la masse d'informations qu'on est amené à traiter dans le cadre des enquêtes judiciaires, hein, qui est explosif. On ne peut pas aujourd'hui traiter ces questions-là à dimension humaine, la masse d'interaction, par exemple, au sein d'un groupe criminel. Jetez un coup d'œil sur votre téléphone mobile à tout votre historique de conversation dans les différentes messageries instantanées et imaginez un groupe de criminels d'une quinzaine de personnes qui auraient autant d'échanges dans tous les sens. Ça fait un réseau très dense en réalité, très rapidement. Et ça, c'est une réalité de tous les jours dans les enquêtes judiciaires. Et donc, il faut qu'on ait les outils pour traiter ça plus efficacement. On ne va pas mettre des gendarmes et des policiers derrière des écrans pendant des heures à cliquer sur des messages. Il faut qu'ils aient des outils adaptés. On commence à en avoir et il faut qu'on les développe de plus en plus. J'ai dit que j'avais un deuxième enjeu pour finir. J'ai oublié. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Oui, les attaquants, évidemment, vont abuser de l'intelligence artificielle. Je vais juste donner un exemple ou deux. On peut imaginer des scénarios d'attaque qui s'adaptent automatiquement aux défenses qui sont mises en œuvre par les entreprises ou les organisations qui sont visées. Il y a déjà des démonstrateurs et des tentatives dans ce domaine-là, et donc les capacités d'adaptation automatique se développent. Des logiciels malveillants qui s'adaptent à leur environnement. Il y a déjà des cas concrets, et je pense que ces technologies vont se développer. Et puis, juste pour donner un troisième exemple, aujourd'hui, les escroqueries sur Internet, c'est des personnes derrière des écrans qui rentrent en contact avec des milliers de victimes potentielles et puis qui dialoguent avec elles. Et puis, ils passent d'une conversation à une autre. On peut imaginer des chatbots bien pensés, d'escroqueries qui gèrent les différentes victimes les unes après les autres, qui les orientent petit à petit vers leur piège et ça permettrait à ces attaquants de démultiplier leurs capacités et ce pour des coûts finalement assez minimes, hein, puisqu'on voit que ce genre de technologies sont de plus en plus facilement accessibles et ouvertes. Ça fait partie des communs, donc aussi pour les attaquants. Donc il faut qu'on réfléchisse aux façons de détecter, de trouver des parades et d'accompagner les victimes potentielles de ce type de phénomène. Voilà, donc c'est un sujet essentiel. Et cette réflexion, on l'amènera avec nos partenaires sur les 6 mois qui arrivent pour préparer et sur les 6 mois de notre présidence. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le débrief ? Bon, merci pour tout. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Bien sûr, ce sera en replay sur YouTube. On n'a pas pris de questions YouTube, mais parce que j'arrive pas à suivre sur le téléphone. On s'occupera des réponses. Ce que je vous propose, c'est de mettre un terme à cette table ronde, de remercier nos intervenants. Merci Général Roux, merci Général Fraissinet, merci Romain Rideau. Et puis, je vous laisse peut-être poursuivre les discussions de manière un peu plus informelle sur cette fin de table ronde. Merci.